c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Un virus un peu passé sous les radars ces dernières années, mais pourtant, il circule toujours en France et la prévention est plus que jamais indispensable. Bon, on va en parler avec nos invités. Florence Thune, bonjour, vous êtes directrice générale du SIDAction. Et puis avec nous à distance, Sarah Durocher, bonjour, présidente du planning familial. Bonjour. Avant de développer ce sujet de la lutte mondiale contre le sida, on va d'abord faire un état des lieux avec vous, Florence Thiel. Qu'en est-il en France notamment ? Eh bien, en France, le nombre de personnes qui découvrent leur séropositivité, regardez, est en hausse depuis plusieurs années. On est passé d'un peu plus de 4 500 personnes en 2020 à un peu moins de 5 500 personnes l'année dernière. Alors, il y a plus de nouveaux cas détectés. Pourquoi ? Eh bien, parce que le nombre de dépistages, lui aussi, est en hausse. Regardez, on est passé de 5 400 000 personnes en 2020 à plus de 7 500 000 personnes l'année dernière. Et on note ici une hausse vraiment notable depuis 2022. Pourquoi ? Eh bien parce que janvier 2022, c'est l'entrée en vigueur d'un décret qui a rendu gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance, le dépistage du VIH dans les laboratoires d'analyse médicale. Alors malgré le nombre de dépistages très élevé, eh bien on estime quand même en France 11 000 personnes ignorent être porteuses du virus du VIH. Florence, dans le monde, le nombre de contaminations au VIH recule. Exactement, et il n'a même jamais été aussi faible. Regardez, depuis 20 ans, on était à un peu moins de 3 millions de nouveaux cas détectés en 2000 pour un peu plus d'1 300 000 personnes l'année dernière, moins de nouveaux cas et aussi davantage de patients traités aux antiviraux. Alors là aussi, c'est flagrant, le chiffre a été multiplié par 50 en un peu plus de 20 ans. 600 000 personnes seulement ont été traitées dans les années 2000 pour plus de 30 millions de personnes l'année dernière, ce qui correspond à plus de 3/4 des personnes vivant avec le VIH dans le monde, puisque d'après les Nations Unies, elles sont 40 millions de personnes à être atteintes du VIH dans le monde. Merci beaucoup, Florence. Florence Thune, donc je rappelle que vous êtes directrice générale du SIDAction. On a vu 40 millions de personnes dans le monde qui sont toujours porteuses du VIH. Oui, tout à fait. C'est un chiffre effectivement au niveau mondial. En France, il y a environ 175 000 personnes qui vivent avec le VIH. Et effectivement, au niveau mondial, l'inquiétude est plus liée au nombre de personnes qui, de fait, n'ont pas accès au traitement, puisqu'on sait à quel point l'accès au traitement pour une personne vivant avec le VIH permet de rester en bonne santé et de ne pas transmettre le VIH. Donc, il y a un fort enjeu au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour que justement on comprenne bien, la différence entre le VIH et le sida ? Parce qu'on peut être, si je ne me trompe pas, porteur du VIH, mais ne pas développer la maladie. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pour nos téléspectateurs cette question de la différence entre le VIH et le sida ? Alors, le VIH, c'est le virus. Donc, effectivement, on est contaminé par le VIH, mais on ne développe pas forcément le stade sida. C'est-à-dire que le VIH, quand il rentre dans le corps, il fait baisser les défenses immunitaires. Et à partir du moment où il fait baisser les défenses immunitaires, la personne peut être malade avec un certain nombre de maladies opportunistes. Et c'est ce qu'on appelle le stade sida. Donc, en gros, le stade sida, c'est la maladie et dont on peut mourir si on n'a pas accès au traitement. Or, aujourd'hui, effectivement, grâce au traitement qu'on prend au quotidien, on vit avec le VIH, mais on ne développe pas de stade sida. Et quand on développe le stade sida, quels sont les symptômes notamment ? Alors, on peut avoir des maladies très, très agressives, des pneumocystoses, des maladies qui attaquent les poumons, le cerveau. Donc, et c'est effectivement ce qui peu à peu, le corps est tellement affaibli qu'on arrive effectivement à un stade sida et puis on meurt en fait en l'absence de traitement. Il y a encore beaucoup de personnes, des milliers de personnes en France qui donc vivent avec le VIH. Oui. Sans le savoir, en fait. Ça fait. Là, selon les derniers chiffres de Santé publique France, on estime à environ 10-11 000 personnes le nombre de personnes qui, effectivement, vivent avec le VIH sans le savoir. Et donc, ça, effectivement, ce sont des personnes qui peuvent avoir leur état de santé qui se dégrade et en plus qui peuvent transmettre le virus parce qu'elles elles sont pas sous traitement. L'année dernière, près de 5 500 personnes ont découvert qu'ils avaient le sida. Je regardais les chiffres. 2 tiers sont des hommes et 1 tiers sont des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que les femmes se font moins dépister ? Alors non, ça correspond effectivement aux chiffres actuels de l'épidémie. Il y a plus d'hommes qui se contaminent que de femmes. Donc on retrouve chaque année à peu près ces mêmes proportions. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que chaque personne, qu'elle soit homme ou femme, effectivement, puisse avoir accès au dépistage. Mais ce sont des chiffres, effectivement, qui sont réguliers. En fait, tous les ans, on a plus ou moins cette proportion. Et est-ce qu'on peut guérir du VIH ou du sida ? Alors,
du sida, si effectivement on n'arrive pas trop tard dans les soins, la médecine aujourd'hui permet de rattraper un certain nombre de retards, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que des personnes aujourd'hui qui meurent du sida, il y en a encore quelques-unes en France, mais effectivement c'est dû au fait qu'elles arrivent trop tard dans les soins, elles n'ont pas eu accès au traitement. En revanche, on peut vivre avec le VIH. On ne guérit pas du VIH. Ça, c'est important à avoir. Une fois qu'on contracte le VIH, on l'a toute sa vie. Voilà, on l'a toute sa vie. Donc, c'est important aussi de continuer justement à investir dans la recherche, hein, pour se dire qu'un jour, on pourrait effectivement guérir. Mais là, on vit avec. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, une campagne de SIDAction a été lancée, une campagne choc, hein, à destination des jeunes et qui utilise, vous allez le voir, les codes du porno. Regardez, puis on en parle juste après. Hello, t'es en avance? T'étais pressée à ce que je vois. Ok, rentre. Ok, détends-toi. Inspire. Expire. Ferme les yeux. J'ai quelque chose qui va nous détendre. C'est de vous expliquer la réalité. Ce que vous voyez dans ce genre de vidéo, c'est pas ce que vous croyez. Dans la pornographie, on voit souvent des gens avoir des relations sexuelles sans se protéger avec un préservatif, ou même le retirer pendant l'acte. Ça peut mettre en danger chacun des partenaires. En réalité, se protéger, c'est éviter d'être contaminé ou de transmettre le VIH et d'autres IST. Mais en tout cas, on ne devrait jamais se forcer à avoir des relations non protégées. Ce que vous voyez dans la pornographie, c'est des fabrications, des fictions. Même nous, dans la réalité, on a rarement ce genre de sexualité. Mais il y a d'autres moyens de trouver les réponses que vous cherchez dans ces vidéos. Le plus important, c'est de bien s'informer. Florence Thune, comment est venue cette idée de campagne ? Alors, on est parti du constat que 60% des jeunes avaient eu un premier contact avec la pornographie avant l'âge de 15 ans. Malgré l'interdiction, c'est une réalité. Et on défend depuis très très longtemps l'accès à l'éducation à la sexualité à l'école. Et donc, avec cette campagne, on a surtout voulu lutter contre les clichés qui sont véhiculés par les contenus pornographiques et utiliser donc ce site qui est effectivement un faux site pornographique pour lutter contre tout ce que véhicule la pornographie, la question des violences sexistes et sexuelles. On veut lutter contre le harcèlement, pour la tolérance. Et donc ça, on a vraiment voulu mettre l'accent là-dessus en rappelant que l'éducation, c'est la meilleure des préventions. Sarah Durocher, vous êtes présidente du planning familial, cette nouvelle campagne du SIDAction notamment qui utilise ces codes du porno. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre de mieux parler aux jeunes de ces questions de sida et puis de sexualité en général ? Alors écoutez, nous on trouve que cette campagne elle est très belle et en effet dans un contexte où la question de l'éducation à la sexualité est au cœur des débats actuellement et Florence le disait, on est un groupe d'associations et de syndicats qui aujourd'hui se mobilisent pour que l'éducation à la sexualité soit effective. Évidemment de reprendre les codes de la pornographie, c'est très intéressant, sachant qu'aujourd'hui la pornographie est une source d'information qui véhicule pas mal de désinformation et que de reprendre ces codes-là pour en effet redire les choses, on pense que c'est un outil qui est important. En tout cas pour le planning, cette campagne est un outil essentiel et important et qui cible aujourd'hui une des sources d'information. On en fait le constat, nous, dans nos séances d'éducation à la sexualité, voilà, de reprendre ces codes et de redire les choses, que ça soit sur le consentement, sur les clichés, sur les stéréotypes de genre aussi. On pense que c'est une bonne chose. Vous dites que c'est un outil, cette campagne en direction des jeunes. Est-ce que justement, vous en avez parlé aux jeunes qui viennent vous voir au planning familial en disant « Regardez, cette campagne de sensibilisation, ça peut vous intéresser » ? Alors, écoutez, moi, malheureusement, je ne suis plus, moins, en tout cas, sur le terrain. Donc, évidemment qu'on aura sûrement des retours des associations du planning familial. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que nous, le planning, on a relayé cette campagne. Aujourd'hui, le planning rencontre 150 000 jeunes par an et les séances d'éducation à la sexualité sont au cœur des enjeux et des engagements du planning familial. Donc, bien évidemment que ça sera un sujet sûrement abordé avec eux et elles. En tout cas, le sujet de la pornographie est abordé lors des séances d'éducation à la sexualité et cette campagne va tout à fait dans la suite des actions du planning qui est de redonner une information et partir de ce que les jeunes regardent, observent et redire une information claire et juste. Florence Thune, on a vu là un extrait de votre campagne pour les jeunes qui utilisent les codes du porno. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a juste vu un petit extrait. Quand on clique sur le site SIDAX avec 3X,
on tombe en fait sur un site factice pornographique. En fait, on a l'impression qu'on est sur un site porno comme YouPorn. Et en fait, il y a des petites pastilles, des vidéos, où chaque vidéo transmet un message sur la capote, mais aussi, ça peut être autre chose, le consentement ou la sexualité en général. C'est vraiment une campagne très vaste sur la question de la sexualité. Tout à fait. On a voulu aborder plusieurs thèmes. Il y a effectivement 6 vidéos. Et en fait, à chaque vidéo, donc, comme vous l'avez vu, il y a les premières secondes, on se dit, oulala, où est-ce qu'on va? Et tout d'un coup, effectivement, on casse le message pour passer la bonne information. Et à chaque fois, il y a un petit texte qui va avec chacune de ces vidéos pour aller plus loin dans le sujet. Et puis après, des références vers d'autres sites Internet. Est-ce que les jeunes sont-ils assez informés, selon vous, sur ces questions-là aujourd'hui? Malheureusement, non. On est nous, souvent partis du constat de nos propres sondages chaque année, notamment déjà sur le niveau d'information des jeunes sur le VIH. On voit à quel point on est toujours sur des informations erronées sur la question du VIH, sur la transmission. Il y a encore une partie des jeunes qui pensent qu'on peut être contaminé par le VIH en buvant dans le même verre d'eau, en embrassant une personne séropositive. Donc c'est à la fois l'enjeu du VIH, mais on sait aujourd'hui, et depuis longtemps, qu'on ne peut pas parler de VIH sans parler de sexualité de manière générale. Et ce qu'on veut, nous, c'est défendre le fait que les ados, quand ils sont prêts, puissent rentrer dans une sexualité épanouie, consentie et bien sûr protégée. Plusieurs enquêtes, une étude de l'OMS notamment, montre que les ados oublient de plus en plus de porter le préservatif et qu'il y a donc un vrai travail de prévention à faire avec cette nouvelle génération. Regardez ce reportage de Pierre-Yves Salik et Arantxa Belderin. C'est l'âge des premiers émois et des premières erreurs. À 15 ans, un Français sur 5 est sexuellement actif et n'a pas toujours le bon réflexe. 23% des filles et 27% des garçons avouent n'avoir pas utilisé un préservatif lors du dernier rapport. C'était pas prévu que je le fasse et je sais pas, sur le mouvement, sur le moment, ça s'est fait et du coup j'ai oublié mon préservatif. Du coup je ne me suis pas protégé, c'était un peu dangereux. Il y a flemme, c'est-à-dire on n'a pas forcément tout ce qu'il faut sur nous et donc parfois, oui, c'est ça. On a plus envie et on ne pense pas aux conséquences. On n'y pense pas souvent, le sida, maintenant c'est quasiment guéri, il n'y a plus vraiment de problème. Toutes les autres IST, finalement, on n'y pense pas parce qu'on n'en parle pas vraiment. Les IST, les infections sexuellement transmissibles, et le VIH sont loin d'être un vieux souvenir. La prévention reste encore indispensable. C'est une petite révolution de la prévention, c'est essentiel pour que nos jeunes se protègent. Depuis près de 2 ans, le préservatif est gratuit pour les moins de 26 ans en pharmacie. Les capotes gratuites, c'est en pharmacie. Donc là, on a fait la petite affiche. 2 modèles existent pour ce public. Le prix n'est donc plus un frein. Et pourtant, ce pharmacien a plus de demandes pour des pilules du lendemain que pour des préservatifs. Quand on propose le préservatif en expliquant que la contraception d'urgence ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles, bien souvent, elles n'ont pas envie de prendre la boîte de préservatifs qui va avec. Donc ça leur passe au-dessus de la tête. Depuis peu, le dépistage des IST est gratuit, lui aussi, pour les moins de 26 ans. Mais on trouve tout de même des raisons de s'en passer. Je procrastine énormément. J'ai une lettre pour aller me faire dépister depuis au moins 1 mois dans mon placard que j'ai toujours pas été faire. Et je préfère fermer les yeux et me dire que tout va bien alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Pas de préservatif, oubli ou négligence. Mais les IST qui en découlent peuvent être plus graves qu'on ne le croit. Les chlamydia, le gonocoque, c'est des facteurs de stérilité, par exemple, pour les garçons et pour les filles. Donc c'est pas seulement, on attrape une petite infection, on va prendre des antibiotiques. Il y a parfois des conséquences un peu plus importantes. Alors comment parler à ce public? Il y a les clips officiels, mais les avez-vous déjà vus? C'est quoi le mieux pour se protéger des IST? IST. Tout le monde se pose des questions sur la sexualité. Et tout le monde peut trouver des réponses sur questionsexualité.fr. Il y a surtout le terrain de jeu des jeunes, les réseaux sociaux. Ici, un gynécologue répond à ses 700 000 abonnés sur TikTok. Chérie, chez ma copine Vanessa, sa fille, elle a attrapé une IST, un chlamydier. Ça existe encore, ça? Ah oui, ça existe encore. Et de plus en plus. Se protéger, c'est simple. C'est le préservatif. Ils sont le nez dessus beaucoup d'heures par jour. Si dans toutes ces heures qui passent sur leur écran dans la journée, il y a un spot d'1 minute qui leur permet d'apprendre quelque chose et de prendre moins de risques dans leur vie de tous les jours et dans leur vie amoureuse, c'est top. Une meilleure information qui compléterait les cours d'éducation à la sexualité à l'école. Ils sont obligatoires depuis 2001, mais dans les faits, pas toujours assurés. Sarah Durocher, on a entendu dans ce reportage des témoignages de jeunes, notamment ces ados, garçons qui disent « j'ai la flemme de porter le préservatif, j'oublie, il n'y a pas vraiment de conséquences ». Comment vous expliquez qu'ils tiennent de ces discours-là aujourd'hui ?
Je pense que aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup d'informations. Ça veut dire que, comme disait votre reportage sur les réseaux sociaux, il y a du bien, il y a du moins bien. Malheureusement, il manque ces séances d'éducation à la sexualité, qui, je rappelle, sont prévues de la primaire jusqu'à la terminale à 3 séances et adaptées aux âges, bien évidemment. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de désinformations, et que les séances d'éducation à la sexualité permettent aussi d'avoir une approche de réduction de risque, de connaître les outils de prévention, et après, à chacun et chacune de les utiliser. On a les mêmes choses sur la grossesse non désirée, par exemple, sur les questions aussi de LGBT-phobie, où on entend de tout en termes d'information, et que bien évidemment, ce que disait le gynécologue là qui est sur les réseaux sociaux, d'avoir des passages d'information qui remet une réelle information, nous, on pense que c'est très important, et c'est pour ça qu'on demande de manière très régulière des campagnes nationales sur les droits sexuels et reproductifs de manière générale, qui emporteraient bien évidemment les questions de contraception, les questions de réduction des risques concernant les IST, et concernant aussi, par exemple, les contraceptions d'urgence. Donc voilà, je pense qu'on a une génération en tout cas qui a envie d'avoir d'informations, et on sait que les questions de sexualité sont peu ou mal abordées à des moments, que dans le cadre familial c'est très compliqué. Donc autant donner de l'information, mais juste dire les séances d'éducation à la sexualité, c'est donner une information, mais c'est aussi critiquer ce qu'on observe, que ça soit sur la pornographie ou aussi des informations qui sont multiples, pour remettre une réelle information. 3 séances d'éducation sexuelle par an sont obligatoires, c'est ce que vous disiez, Sarah Duroger, mais Florence Thune, visiblement, ces séances ne sont pas vraiment respectées. Il y a seulement 20% des jeunes qui ont pu suivre ces séances. Comment vous expliquez le fait que ce soit très peu suivi en réalité? Alors, effectivement, on a ce chiffre qui est vraiment très inquiétant, et c'est pour ça qu'on a vraiment agi, et notamment avec le planning, pour faire en sorte que des programmes existent, parce que là, on est vraiment sur un enjeu d'avoir des programmes qui pourraient être mis dans un cadre officiel, avec notamment des formations des professeurs. Parce que c'est compliqué. Mais pour bien comprendre, 20% des jeunes qui n'ont pas pu suivre ces séances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les jeunes qui ne se rendent pas aux séances, ou que les séances ne sont tout simplement pas organisées? Les séances ne sont pas organisées. Donc effectivement, alors que les jeunes les réclament. En fait, elles étaient dans la loi, mais les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle n'étaient pas dans les programmes. Donc c'est de la responsabilité des chefs d'établissement? Alors, il faut aussi leur donner les moyens. Je pense qu'il y a à la fois un problème de moyens. Les chefs d'établissement, les professeurs sont aussi débordés, ont plein de sujets à traiter. Donc il faut à la fois pouvoir leur donner accès à des formations, faire en sorte aussi qu'ils puissent co-intervenir avec des associations qui, comme le planning, sont formées sur ces enjeux-là, et qui peuvent aussi interagir avec les jeunes. C'est pas toujours facile d'animer une séance d'éducation à la sexualité. Et il faut aussi leur donner effectivement du temps dans le planning scolaire pour le faire. Et ces programmes qui doivent être diffusés et qui doivent être officialisés à partir de décembre devraient pouvoir permettre de le faire. Mais en tout cas, il faut aussi des professeurs formés. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que ça a pris du retard? Ces programmes devaient être mis en place en septembre. Oui. Ça a été décalé. Donc de plusieurs mois. Finalement, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé que ça allait enfin être rendu pérenne en décembre. Qu'est-ce que vous attendez de tout cela? Mais on attend qu'effectivement ces programmes soient effectivement dans les programmes officiellement à partir de la rentrée, parce que maintenant ça repousse à la rentrée prochaine. On est très attentif à ce que vont être ces nouveaux programmes. On voit qu'il y a eu une forte opposition, et qu'il y a toujours une forte opposition à ces programmes. Pourquoi une telle opposition? Alors, on part déjà de la diffusion de ce qu'on appelle des fake news, puisqu'on entend parler, on a encore entendu parler récemment, par exemple, de fellation ou de cunnilingus en école primaire. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas du tout cette question-là. La preuve, c'est que dans les programmes tels qu'ils sont aujourd'hui officiellement, on parle d'éducation à la vie affective et relationnelle jusqu'en primaire, et puis à partir de la 6e, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc ça, vraiment, on a des programmes. Donc c'est à partir du collège que certains termes sont utilisés. Bien sûr. En primaire, on parle de la question du consentement sur des exemples tout simples. Est-ce qu'un petit garçon il peut me faire un bisou? Est-ce que je peux dire non? Et ben voilà, c'est des choses toutes simples, vraiment pour faire en sorte que ces enfants ils puissent vivre ensemble, aussi qu'on puisse respecter leur corps, ce qu'ils sont. Et ça, c'est vraiment important et ce vivre ensemble. Les professeurs, ils travaillent déjà au quotidien. Et ça, c'est vraiment important aussi d'avoir tous ces éléments que les petits peuvent aborder. Et puis après, faire en sorte que ces ados, ils
vont devenir des ados et puis après des adultes, puissent vraiment rentrer dans cette sexualité. On entend beaucoup parler, nous on insiste beaucoup sur la question du consentement. Parce qu'on se dit, si on rentre dans une sexualité consentie, présente dans votre campagne d'ailleurs, cette question du consentement. consentement. Et parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aussi se saisir des outils de prévention. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que les adultes ne sont pas vraiment un modèle dans cette prévention, puisqu'on a vu sur les dernières questions sur la sexualité, sur les dernières études, là aussi que les adultes n'utilisaient pas le préservatif lors d'un rapport avec un nouveau partenaire. Et puis dans les personnes qui découvrent leur séropositivité, on a 22% de personnes de plus de 50 ans. Donc on insiste vraiment sur, on parle beaucoup des jeunes, mais toutes les générations doivent être aussi attentives. Sarah Durocher, pour revenir sur ces séances d'éducation sexuelle et puis sur ces polémiques que cela a engendré avec des positions très conservatrices, notamment du syndicat de la famille, qui est une émanence de la famille pour tous. Ils parlent, eux, par exemple, de bourrage de crâne, ou encore, ils demandent à ce que l'école reste, je cite, un sanctuaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors écoutez, nous, ça fait des années qu'on fait des séances d'éducation à la sexualité. Je rappelle qu'on a un agrément pour pouvoir intervenir. Comme disait Florence juste avant, il y a énormément de désinformation, de fake news. Et c'était drôle parce que votre reportage précédent parlait de Trump. Et voilà, et on voit que en fait, c'est des mécanismes qui existent partout. C'est des choses qui se reproduisent. On a en effet une différence de comment on parle d'éducation à la sexualité, mais j'ai envie de dire une différence de projet de société. Et que je vous rassure, et vous pouvez venir lors des séances d'éducation à la sexualité, que ce n'est pas du tout ça qu'on fait. On répond aux questions, on donne une information, on parle de la personne, on parle de leurs paroles, en fait, de leurs besoins aussi. Voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est de répondre aux questions. On met des outils en place, les associations, il n'y a pas que le planning familial, hein. On met vraiment des outils en place adaptés. On est vraiment dans la volonté de pouvoir échanger autour de la sexualité. Et bien évidemment que je leur répondrai simplement que nous, on a cette expertise de terrain, qu'on est là pour répondre évidemment à leurs demandes et qu'à chaque fois, c'est des très beaux projets qui sont faits avec des équipes éducatives volontaires au sein des établissements. Quelles sont justement les questions les plus répandues des jeunes que vous voyez dans les plannings familiales ? Qu'est-ce qui les intéresse le plus ? C'est des questions autour de la sexualité en général ou ils abordent aussi la question des IST ? Alors écoutez, la question des violences est assez présente, la question du consentement aussi, et la question des stéréotypes de genre. Je crois que les féministes ont un peu gagné là-dessus. Je trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour les filles et pour les garçons à s'interroger de qu'est-ce que c'est être aujourd'hui une fille, un garçon, et qu'est-ce qu'on renvoie par rapport à la féminité, à la virilité, à un peu les questions de genre, bien évidemment. C'est pour ça que toutes les attaques qu'il peut y avoir, c'est être un peu à côté de la plaque, puisque vraiment c'est un sujet qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Et puis, il y a les questions de droit, ça veut dire est-ce que j'ai le droit d'avoir une contraception ou est-ce que je peux trouver des préservatifs. La question des IST est assez présente, hein, c'est vraiment un continuum, hein, c'est pour ça que, comme disait Florence, on défend une éducation complète à la sexualité. On ne peut pas parler de grossesse non désirée sans parler d'IST, donc bien évidemment que tout est lié et je crois que notre objectif c'est de faire le lien de tout ça, mais je vous rassure, les jeunes font vraiment le lien de tout ça. J'aimerais vraiment pas qu'il y ait un stigmate que les jeunes feraient moins bien, c'est simplement qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations et je crois qu'il y a une vraie volonté d'apprendre, d'échanger autour de ces sujets, voilà, pour avancer. Et on voyait aussi dans le reportage il y a quelques minutes que depuis la mise en place de cette politique de préservatifs gratuits, c'est relativement efficace quand même si le reportage montrait que finalement c'était plutôt la pilule du lendemain qui était vendue par rapport aux préservatifs. C'est efficace, mais quand même une gêne qui est toujours présente chez les jeunes. Voilà, alors ce qu'on dit à chaque fois, hein, c'est que c'est un outil de plus dans la prévention. Donc le fait d'avoir rendu ces préservatifs gratuits, c'est une très bonne idée. Ça améliore effectivement l'accès à la prévention. Néanmoins, on ne sait pas trop si finalement les jeunes qui vont prendre ces préservatifs dans les pharmacies sont déjà ceux en fait qui les prenaient, qui les achetaient avant, ou si c'est des nouveaux utilisateurs. Et puis ce qu'on voyait aussi dans le reportage, hein, c'est la question du dépistage. Une grande mesure qui a été prise pour tous les âges, c'est de pouvoir aller dans n'importe quel laboratoire sans ordonnance, sans rendez-vous, pour faire un test de dépistage. Vous voyez la jeune fille, hein, qui disait j'ai un papier dans mon armoire, elle n'a pas besoin d'aller chercher son papier, elle peut aller directement dans un laboratoire et faire un test VIH et toutes les IST. En parlant du dépistage justement, on le disait au début de ce débat entre nous que 40 millions de personnes sont infectées par le VIH dans le monde. C'est le cas notamment dans un pays, l'Afrique du Sud. C'est là que les taux de contamination sont les plus élevés. Et l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a justement mis en place un vaste programme de dépistage. Regardez. À tous, vous êtes les bienvenus pour faire un test de dépistage du VIH.
Ça commence à 10h et jusqu'à midi. Vous êtes plus que les bienvenus pour venir avec votre partenaire. À Johannesburg, en Afrique du Sud, la lutte contre la propagation du sida continue sans répit. Aujourd'hui, la population est invitée à venir se faire dépister gratuitement. Tshephiso Tifofa n'a pas hésité. Vous êtes là pour un test VIH? Oui. Le test est très rapide, une goutte de sang suffit pour activer la réaction. Quelques questions sont toutefois indispensables pour prévenir toute potentielle nouvelle infection. Avez-vous une femme? Je n'ai pas de femme, mais j'ai une copine. Si votre test est négatif, nous avons ce qu'on appelle le PrEP. C'est un médicament qui empêche une personne d'être infectée par le VIH. Si vous le prenez, vous savez que vous êtes en sécurité. Si votre test est positif, il existe alors un traitement que vous pouvez prendre. Tshephiso Tifofa est testé négatif, mais dans cette région du monde, tous n'ont pas cette chance. 2 tiers des personnes infectées se concentrent en Afrique subsaharienne. D'autres pays dans le monde ont mis en place comme ça des vagues campagnes de dépistage, notamment on voyait en Afrique du Sud. Oui, il y a beaucoup de pays effectivement qui développent ces campagnes d'accès au dépistage pour aussi quelque part banaliser en fait ce dépistage. On voit à quel point les personnes hésitent à aller vers le dépistage parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination envers les personnes séropositives et elles se disent si j'apprends ma séropositivité, alors je vais être discriminée. Donc elles n'y vont pas. Mais effectivement, tout ce type d'action, nous on finance des associations en France qui vont plus près des populations sur des lieux de vie, etc. pour justement offrir un test de dépistage et se dire si vous apprenez que vous êtes séropositif, certes, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais vous allez pouvoir vivre normalement grâce au traitement. Donc on dit, le discours aussi aujourd'hui, est-ce que c'est de dire, Sarah Durocher, voilà, on dépiste, si on a le VIH, c'est pas grave, dans le sens où maintenant il y a des traitements, on vit avec le VIH aujourd'hui. En effet, Florence a dit beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a des jeunes qui viennent nous voir au planning et c'est pas rien de pousser la porte d'une association à 15 ans pour demander de faire un dépistage. Donc nous, évidemment, qu'on encourage cette démarche qui est pour soi aussi et évidemment qu'on donne la réelle information sur que le dépistage est un des moyens aujourd'hui. En France, la recherche et les militants de lutte contre le sida ont permis en effet de pouvoir vivre en ayant le virus. Donc bien évidemment, c'est des informations, mais il y a tellement de désinformation sur le mode de transmission, par exemple, que il y a tout ce travail-là à faire. On peut pas, le dépistage, c'est un outil de prévention, bien évidemment. C'est un outil aussi où, autour du dépistage, on va donner une information. Nous, au planning familial, par exemple, on fait des dépistages, on fait du TROD dans certaines associations, et que c'est toujours l'occasion de parler de sexualité, de réduction de risque, et aussi de donner une réelle information sur c'est quoi d'avoir le VIH aujourd'hui. Donc, bien évidemment qu'il y a encore du travail à ce sujet-là. On en est où justement des traitements à l'heure actuelle? Alors on a beaucoup progressé puisqu'on se rappelle de ces traitements qui avaient de lourds effets secondaires dans les années 90. Aujourd'hui, les personnes qui apprennent leur séropositivité prennent un traitement qui est équivalent à 1 pilule par jour, alors qu'avant on avait 25-30 pilules par jour. Et puis il y a même effectivement aujourd'hui des traitements injectables. Donc des personnes reçoivent une injection tous les 2 mois, donc sont entre guillemets tranquilles pendant 2 mois. Donc on progresse beaucoup sur cette question-là. Et par exemple, les travaux de recherche tous les 2 mois pendant toute sa vie après? Alors toute sa vie, voilà. C'est important de dire, de rappeler que quelle que soit la forme aujourd'hui, c'est vraiment jusqu'à la fin de ses jours. Et si aujourd'hui on investit sur la recherche, c'est pour faire en sorte que peu à peu, on puisse espacer ce temps de prise de traitement et qu'un jour peut-être on puisse vivre finalement peut-être un jour sans le VIH, mais ça on y travaille. Mais le dépistage, on rappelle que c'est une prise de sang, oui, simplement, prise de sang. Tout simplement. Et puis on peut aller chercher un autotest en pharmacie, on peut aller effectivement à un laboratoire. Et grâce à ce dépistage, on peut rester en bonne santé si on est séropositif et en plus ne pas transmettre le VIH. Vous recommandez quoi, Sarah Durocher, aux jeunes que vous voyez en termes de dépistage, de l'effectuer tous les combien? Alors, écoutez, ça dépend vraiment de la sexualité qu'on a, mais en tout cas, c'est un des sujets qui est abordé. J'aurais pas une simple réponse. En tout cas, la question de la prise de risque et la question de la contamination possible, c'est des sujets qui sont abordés, bien évidemment. Donc, en tout cas, nous, on propose le dépistage. On propose aussi les possibilités d'où aller se faire dépister. Et c'est ça aussi, donner une information. Je pense que la démarche de se dépister, elle s'apprend et que, bien évidemment, que
voilà, encore une fois, pousser la porte d'un laboratoire, pousser la porte d'une association, c'est pas si simple que ça et que, voilà, donner cette information, c'est plus qu'essentiel. Mais en tout cas, nous, on a par exemple, c'est très drôle, on a des jeunes, qui, s'interrogent, qui pensent qu'elles ont une IST et que bien évidemment que, parfois, il n'y a pas eu de prise de risque et donner cette information-là, c'est possible. Mais en tout cas, je vous rassure que, voilà, la question du dépistage concerne tout le monde. On n'a pas que des jeunes qui viennent au planning, on a aussi, voilà, des femmes jusqu'à 70 ans, presque peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie Des femmes, des hommes aussi et vous avez bien des sûr, hommes oui, aussi, tout à fait. d'un certain âge qui viennent se faire dépister chez vous? Alors non, on va quand même être plutôt autour de femmes, mais en tout cas, une femme qui vient faire un test de grossesse ou qui vient pour un avortement, la question de la prise de risque, la question IST, elle agit. Et par exemple, il y a plein de femmes à qui on n'a jamais proposé de faire un dépistage, auquel des professionnels de santé n'ont jamais proposé, et que voilà, de donner cette information. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, voilà, il y a des pratiques différentes, il y a des sexualités qui sont différentes, et que bien évidemment, qu'elles doivent être adaptées en permanence. Donc nous, on essaye en tout cas de donner un message clair concernant la sexualité des personnes qu'on accueille. Merci beaucoup, Sarah Durocher. Merci également à vous, Florence Thune, la directrice générale de SIDAction. On espère que votre campagne sera vue par le plus grand nombre de jeunes. Est-ce que d'ailleurs, vous constatez une visibilité? Oui, il y a vraiment une connexion très belle, sur votre site. voilà, très belle visibilité. On a des dizaines de milliers de connexions et on espère que ça va continuer à être viral. Chez les jeunes, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été en plateau avec